Maintenant, je vous ai parlé jusqu'ici de la psychologie de la composition, de la morale, j'allais dire, de la composition, des efforts qu'un écrivain doit s'imposer pour comprendre et pour tourner son attention vers ce qu'il regarde, que ce regard soit sur lui-même ou sur les autres. Maintenant, il y a une question très importante qui est l'artisanat. Après tout, quand on est musicien, on apprend d'abord à jouer proprement une gamme. Et quand on est peintre, on apprend, ou on devrait apprendre le système des couleurs, comment se servir des couleurs, comment faire que les couleurs s'opposent ou au contraire se réunissent l'une à l'autre harmonieusement, et quelles couleurs conviennent le mieux pour telle ou telle forme de travail. La même chose pour l'écrivain. Un écrivain travaille avec un instrument qui est sa langue. Et alors là, toute espèce de difficulté et d'épreuve l'attendent aussi. S'il veut être un écrivain complètement puriste, s'il veut être un écrivain fidèle à la langue telle qu'il l'a reçue de ses professeurs et de ses maîtres, il a une grande chance de manquer de liberté. Montaigne, qui est tout de même l'un des plus grands écrivains français, je crois beaucoup plus grand qu'on ne le pense même d'habitude, disait que le gascon y aille si le français ne peut pas y aller. C'est-à-dire, il était tout prêt à prendre des mots populaires, des mots locaux, n'importe quoi, pour exprimer sa pensée. Et jusqu'à un certain point, tout grand écrivain est beaucoup plus libre envers sa langue, est un reconstructeur ou un enrichisseur de sa langue, beaucoup moins timide en ce qui concerne les alliances de mots, les termes, même la syntaxe, qu'un écrivain plus, comment dirais-je, plus conventionnel. D'autre part, il y a deux choses auxquelles l'écrivain doit être absolument sensible. Il faut que son langage soit absolument fidèle à la réalité. S'il fait parler un empereur qui appartient à la tradition classique, il faut que son style ait quelque chose de la tradition classique. S'il fait parler un ouvrier, il faut se garder de tous les mots de plus de 4 syllabes. Du reste, Roger Caillois, que j'ai déjà mentionné il y a un moment, disait « Je considère que tout mot qui a de plus de 4 syllabes est absolument anathème et il ne faut jamais s'en servir. Ça ne peut pas être honnête, ça ne peut pas être vrai. » S'il fait parler à un homme, comment dirais-je, d'une origine très simple, très populaire, il faut tâcher de rester dans ce qu'il y a de plus concret, dans les souvenirs exacts de son métier, des occupations de sa vie journalière, et ne jamais le faire tomber dans des conceptions et des termes intellectuels qu'il n'emploierait pas. Et s'il a le malheur de faire parler un intellectuel, il faut aussi qu'il tâche d'éviter ce bavardage intellectuel où presque toujours les mots sont devenus comme des billets de banque sales ou des pièces de monnaie usées sur lesquelles on ne voit plus très bien ce qui a été écrit parce qu'à force d'usage, ça a perdu en quelque sorte tout son sens. Ça, c'est une espèce de fidélité à l'objet à travers la littérature, à travers l'écriture. Et il y a aussi une autre chose, et ça, je crois qu'un très grand nombre de nos contemporains commettent un crime dans ce sens-là. Il faut être clair. L'écrivain qui ajoute des obscurités à la vie qui, Dieu merci, est déjà assez obscure, et aux questions, aux problèmes de l'intelligence qui sont à peu près incompréhensibles, en créant une obscurité de mots pour faire beau, pour faire intéressant, pour faire amusant, pour que ça ait l'air de quelque chose de nouveau, est tout à fait en dehors de sa vocation d'écrivain. Quand on écrit, c'est pour être compris. Et si obscure et si abstruse soit la matière, et plus abstruse elle est, il s'agit d'être d'une clarté, j'allais dire, presque enfantine. Et là, je crois qu'il y a une très grande erreur due à une sorte de snobisme chez un très grand nombre d'écrivains contemporains, de poètes surtout, qui décourage complètement le lecteur. Le lecteur lit une page, 2 pages qu'il ne comprend pas, et puis il se dit « Mon Dieu, tant pis, laissons ça ». Et j'ai toujours été très frappé par la remarque que m'a fait un jour Cocteau, un écrivain soigneux qui écrit une lettre à son concierge pour lui annoncer qu'elle revient la semaine prochaine, relit sa lettre, met les points sur les i, met les accents, met les virgules, pour que le concierge lui comprenne bien. Et c'est exactement la même chose dans le style le plus soutenu, que tout soit fait pour que les gens comprennent. Et enfin, il y a donc l'importance aussi du travail. Il s'est fâcheux à dire, mais la plupart des écrivains, comme peut-être la plupart des gens qui s'occupent
de produire, je ne sais pas, de la verrerie ou des objets en cuir travaillés, sont gonflés par l'importance de ce qu'ils font. Or, tout en consacrant, je ne dis pas consacrant sa vie, c'est beaucoup dire, car enfin la vie continue à couler à travers tout ça, mais tout en consacrant ses forces ou une partie de ses forces à son travail, il faut toujours se rappeler que ce n'est pas important. Au fond, que le monde se passera très bien de vous, que l'univers va continuer à tourner. Et c'est le jour où on a ce sentiment-là, que si je crois, si on est acteur, on perd à jamais le trac. On n'a plus le trac. Et si on est écrivain, on n'a pas non plus cette espèce de crampe d'écrivain qui consiste à vouloir faire merveilleusement bien. On fait ce qu'on croit devoir faire en se disant, oui, c'est comme ça m'intéresse moi, ça intéresse un certain nombre de gens, du moins nous l'espérons, mais l'immensité du monde n'en sera pas changée, ou seulement très peu changée. Et je vis avec une totale liberté à l'intérieur de ces limites, de mes modestes limites. Et l'honnêteté artisanale et l'honnêteté humaine est à ce prix-là. Sans ça, on se crispe ou l'on se gonfle. Et la même chose pour la valeur, la durée des œuvres. Il y a des gens qui vous disent, enfin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que vos œuvres sont très importantes et que ça va durer, etc. Je crois que ça n'a absolument aucune importance. À une époque aussi troublée que la nôtre, on ne sait pas si les œuvres dureront ou non. Et dans un livre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite, que je trouve si beau, et qui est une espèce de chevauchée fantastique qui fait penser à la chevauchée de Berlioz, le héros est un poète, il avait une passion pour son livre, il avait consacré sa vie à son livre. Au moment de mourir, ou plutôt au moment où il est mort, mais il ne sait pas encore qu'il est mort, l'esprit qui est avec lui, le génie, le mauvais ange, qui vraiment est un bon ange, lui dit, écoute, brûle tout ça. Et alors ces papiers auxquels il avait attaché une tant d'importance, il était prêt à leur consacrer sa vie, à mourir pour eux. Il les flanque, si l'on peut dire, dans le poêle, et se dit, quel beau feu. Et le voilà délivré. Car il a sauvé, en somme, ce qui était l'essence, pas les écritures, mais l'essence même de sa liberté, l'essence de son enthousiasme, l'essence de sa vie.